Quand j'ai accouché, j'ai pas ressenti d'amour pour mon fils. Non pas parce que je l'aimais pas, c'est juste que je peux pas aimer quelqu'un que je connais pas. Même après avoir accouché, même si ça fait 9 mois que t'es là, dans ma tête, c'est ouais, je dois apprendre à te connaître quand même pour ressentir quelque chose de bien précis. Je suis HPI. Les premiers signes qui sont apparus, entre guillemets, je savais lire et écrire à 2 ans. J'étais très très agitée, mais vraiment beaucoup. En CE2, je crois, donc je devais avoir 6-7 ans. L'enseignante à l'époque a dit à mes parents, il faudrait peut-être penser à faire des tests de QI pour savoir si elle est surdouée. Je me souviens à l'époque, je faisais des devoirs de CM2, alors que j'étais en CE1, CE2. J'ai fait tout d'abord un test de QI qui a déterminé mon quotient intellectuel entre 147 et 149, mais je préfère dire 147. Parce que sinon c'est trop. Alors le baromètre de quotient intellectuel, il est entre 0 et 170 voire plus. La norme, c'est entre 80 et 110 je crois. Et après ça, mes parents m'ont emmené voir un neuropsychologue pour que je puisse faire des tests pour mon hyperactivité. J'étais agitée à un point où je me suis cassé le menton très très jeune. Parce qu'en fait je sautais tout le temps, j'étais une pile électrique. Et en classe c'était insupportable. Je me souviens, l'enseignante elle me lançait des craies pour que j'arrête de bouger. Ça s'appelle des EEG, donc des électroencéphalogrammes. Ce sont des électrodes qu'on pose sur la tête pour mesurer l'activité cérébrale. Les médecins ont découvert que du coup j'ai une hyperactivité motrice, donc le corps, et j'ai aussi une hyperactivité cérébrale. Pour les médecins, ok, elle est surdouée, elle a de l'énergie, mais bon voilà, ça va passer. On m'a jamais dit que j'aurais des comorbidités, que j'allais développer des troubles avec. Mes parents ils se sont juste dit, écoutez, c'est un résultat comme un autre, et puis on va faire avec. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont inscrit à plein d'activités extrascolaires pour canaliser toute cette énergie. Ça ne servait pas à grand-chose, pour être honnête, ça ne servait pas à grand-chose. À l'époque, je me la pétais un peu quand même, ne pas mentir. Je le disais à tout le monde au départ. Le collège, ça a été le moment où j'ai arrêté de le dire, que j'étais surdouée, parce que je l'ai très mal vécu. Quand tu arrives au collège, ça a une autre connotation, c'est t'es une bolosse en fait. On a une étiquette collée sur le front par rapport aux élèves. On a aussi une étiquette collée sur le front par rapport aux professeurs. Les enfants, c'est pas si grave. Parce que dans le sens où il y a l'immaturité, on connaît pas vraiment la signification des choses, mais quand tu es face à un adulte qui te fait sentir que c'est pas parce que tu es surdoué que tu pètes le score. Et ça, c'est compliqué. Franchement, face à l'ego d'un adulte, une enfant surdouée, c'est compliqué. On m'appelait le boulet. On m'a coupé les cheveux. Puis après, quand j'ai grandi, je me suis isolée complètement. Vraiment, c'est-à-dire que je passais mes récréations aux toilettes. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les autres. C'est pas que mes centres d'intérêt ils sont meilleurs, mais c'est juste, quand t'es enfant, tu joues comme un enfant. Enfin, tu fais des trucs d'enfant, sauf que moi, je préférais passer mon temps à la bibliothèque ou au CDI. Donc, j'avais pas d'amis. J'étais concentrée sur l'école, du coup. Mais au lycée, ça a été encore pire. Je me cachais dans les escaliers, à la récréation, je me souviens, je me cachais dans les couloirs et tout. C'était... La première année, la seconde, franchement, j'ai changé d'identité. Je me fondais dans la masse dans le sens où j'arrêtais d'avoir des bonnes notes. Je rendais des copies blanches. C'est même pas à faire des fautes, c'est juste rendre des copies blanches pour baisser la moyenne, sécher les cours, faire comme tous les adolescents, faire comme tout le monde. J'étais obligée, sinon j'allais pas tenir. Et franchement, honnêtement, même... malgré ça, je pense qu'il y avait écrit Bolo sur mon front. Parce que c'est pas possible. Même en seconde, je me souviens, il y a un garçon qui est venu qui m'a mis une grosse claque. Il m'a dit, ouais, Jennifer, si je te mets une claque, là, tu vas faire quoi? Moi, je comprends pas la question. Je me dis, mais comment ça? De quoi tu me parles? Il est arrivé devant tout le monde, il m'a mis une grosse claque. J'ai pas compris pourquoi. Je crois que c'est là où j'ai commencé à avoir un psychiatre aussi. J'ai un peu géré ça toute seule parce que depuis que je suis petite, mes parents, ils m'ont désigné une autonomie. Je suis en roue libre, en fait, je suis toute seule dans mon délire. C'est-à-dire, Jennifer, ton cerveau, il dit que, donc tu peux te débrouiller toute seule, en fait. Ma mère, elle était là quand même, mais c'est quand même très superficiel. Je suis là parce que je suis ta maman et que t'es mineure. Mais au-delà de ça, c'est pas est-ce que tu vas bien, etc. Je me souviens d'avoir fait mes démarches toute seule, donc c'était... voilà. Franchement, l'ambiance, elle s'est calmée après le lycée parce que on grandit, donc forcément, on a une autre perspective de la vie. En fait, à partir de ce moment-là, je voulais m'imposer. Je me suis mise dans une posture égocentrique. Franchement, j'étais égocentrée. Ok, vous comprenez pas ce que je vous dis, mais dans tous les cas, ce que je dis, c'est valide. Donc, I don't care. C'était un peu ça, sérieux. C'est très compliqué d'être dans le monde du travail avec un haut potentiel, pour être honnête.
La conformité, la norme fait que on peut pas s'exprimer comme on veut. Je travaillais dans un magasin de vêtements. Et en fait, en 3 mois, je suis passée de vendeuse lambda à coordinatrice. Entre-temps, j'ai changé de directrice. Et quand la directrice, elle a vu que j'avais même pas 6 mois d'expérience et que j'étais déjà coordinatrice, elle m'a dit, mais pour qui tu te prends? Elle m'a remise au stade de vendeuse, lambda, basique. Même en grandissant, je me suis dit, mais les adultes, ils ont vraiment un problème avec les gens qui vont vite. À partir de 2020, je suis tombée enceinte. Donc j'ai eu un petit garçon. Et là, ça a été vraiment compliqué. Et c'est là vraiment que j'ai fait le lien entre le HPI et la vie de tous les jours, en fait. Parce que quand j'ai accouché, j'ai pas ressenti d'amour pour mon fils. Non pas parce que je l'aimais pas. C'est juste que je peux pas aimer quelqu'un que je connais pas. Mais même si je l'ai porté, et c'est pas une question de lien créé pendant la grossesse ou quoi, c'est juste, même après avoir accouché, même si ça fait 9 mois que t'es là, dans ma tête, c'est ouais, je dois apprendre à te connaître quand même pour ressentir quelque chose de bien précis. Tout de suite, je me suis dit, mais j'ai un problème. Ça va pas du tout. Quel genre de maman je suis? À quelle heure je mets un enfant au monde pour pas l'aimer? Enfin, c'était pas normal. Il fallait que je garde ça pour moi. Et du coup, ça a entraîné un baby blues. C'est censé durer 2 semaines à cause de la baisse des hormones, etc. Mais bon, ça a évolué en dépression postpartum. Une dépression qui a duré très longtemps. Enfin, très longtemps. J'ai essayé d'y mettre fin le plus vite possible. Donc, 9 mois après mon accouchement, j'ai tenté de me suicider. Ça n'a rien à voir avec le rôle de mère. C'est plutôt, je mérite pas d'être maman. Parce que je peux pas mettre au monde un enfant et pas l'aimer. Mais c'est quel genre de maman qu'il va avoir? J'ai fait ma tentative de suicide. Je me retrouve en psychiatrie. Je suis restée en psychiatrie 5-7 jours, presque une semaine. Et en fait, le psychiatre il me pose des questions, forcément, pourquoi j'ai fait ça. Et je lui explique que j'ai envie de dormir et pas me réveiller, ce qui est très différent de je veux mourir. Il a très bien compris tout de suite de quoi je voulais parler. Dans le sens où je voulais que mon cerveau il s'arrête de tourner parce que, par exemple, mon cerveau, moi, il est en constante effervescence. Ça s'appelle l'effervescence, c'est-à-dire que c'est en constante ébullition. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en fait, là, la situation, le fait d'être maman, de ne pas comprendre pourquoi, c'est très désagréable pour une personne HPI. Il n'a pas remis en question mon rôle de maman ou quoi. Franchement, pour lui, c'était comme si ça n'avait rien à voir. En fait, comme si tout s'expliquait à cause du HPI. Il m'a même pas posé de questions sur ma maternité ou sur quoi. Il m'a dit, ça n'a rien à voir avec votre rôle de maman, c'est votre cerveau qui est comme ça. On va vous accompagner pour ça. Il me propose un traitement vraiment pour mon cerveau. C'est-à-dire que, comme il est en constante effervescence, pour vous donner un exemple, par exemple, c'est comme pour s'endormir, c'est compliqué, donc beaucoup d'insomnie déjà. Et puis, c'est comme dormir avec la télé allumée. C'est-à-dire que tu dors, mais ton cerveau, lui, ne s'éteint pas. Donc, en fait, tu réfléchis à voix haute pendant que tu dors, mais tu sais que tu t'entends, tu entends ton cerveau parler. Donc du coup, il m'a proposé un médicament. C'est un médicament qui agit sur le cerveau dans le sens où ça ralentit l'activité du cerveau pour que je puisse dormir sans avoir cet effet brouhaha dans la tête. C'est vraiment pour le haut potentiel intellectuel. C'est là où je veux vraiment marquer la distinction parce que pour les gens, le HPI, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste une faculté. Sauf que non, ça crée des comorbidités qui sont handicapantes dans la vie de tous les jours. Donc oui, avoir un cerveau en effervescence, ça peut paraître jovial, etc. Mais quand ça fait 3 jours que vous n'avez pas dormi ou quand vous oubliez de vous nourrir parce que c'est pas important pour votre cerveau, là, ça commence à prendre des proportions un peu plus graves quand même. La différence qu'il y a entre avant et après le traitement, c'est déjà on est plus posé. En gros, chaque fin de journée, on développe une sensibilité au bruit, à la lumière, et le médicament, il est vraiment utile à ce moment-là. Parce qu'une crise d'overstimulation, c'est très désagréable. C'est vraiment... Non, il faut éteindre les lumières, il faut le bruit et tout. Non. Là, ça va faire 5 ans que je prends le médicament. Et franchement, ça va. On a découvert des nouvelles choses aussi. Parce que du coup, je suis suivie pour mon cerveau. Il y a 6 mois de ça, j'ai découvert que je souffrais d'alexithymie. En fait, l'alexithymie, c'est un trouble des émotions, une difficulté à comprendre les émotions, à les identifier chez soi et chez les autres. Je ressentais que 3 émotions. La frustration, l'excitation, vous voyez, être
excité, quoi, genre en roue libre. Et l'agacement. Les gens ne voient uniquement que le côté positif de l'HPI. Pour eux, voilà, bah, t'es au-dessus de la norme, donc t'es intelligente. Alors que c'est pas forcément lié à l'intelligence. Hein. À partir du moment où tu dis t'es HPI, toutes tes phrases sont passées au peigne fin. Ah, t'as fait une faute d'orthographe. Oui, bah excuse-moi, je suis pas un bécherel en fait, donc forcément je fais des fautes d'orthographe. Ou oui, c'est ouais, bah ok, bah 67 fois 37. Mais je sais pas, je suis nulle en maths. C'est vraiment associé à l'intelligence, à quelque chose de positif, à quelque chose de... Voilà, mais il n'y a pas de comorbidité pour eux. Il n'y a pas de... Oui, bah t'es TDAH, mais ça n'a rien à voir. Bah, pour mon cas, si. C'est parce que j'ai un haut potentiel intellectuel que j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. C'est parce que mon cerveau est comme ça que ça crée quelque chose d'autre. Alors maintenant, je suis à l'aise avec le fait d'être HPI, dans le sens où je suis assez heureuse de l'être. C'est cool. Malgré les comorbidités et tout, j'accepte ma différence et j'ai plus peur de dire que c'est une différence. S'accepter, ça crée une distance entre le regard que vous avez sur le monde et le regard que les gens ont sur vous. Les gens, ils auront un regard dans tous les cas, tout le monde a un jugement. Mais quand on s'accepte, ça importe moins qu'avant. Hein. Par rapport à la traîne d'HPI, ce que je voudrais dire, c'est que ne vous auto-diagnostiquez pas. Et il ne faut pas oublier que les HPI représentent, je crois, 2% de la population. Donc il n'y en a pas tant que ça, croyez-moi.